Au cœur de l'actualité africaine et internationale, elle vous interroge sur tous les sujets sans langue de bois. Politique, développement, économie, environnement, santé et autres. Grand débat avec Pius Mouillon et Nadège Vissin. À retrouver sur Ovadia Web TV et Reporter Benemonde. Bienvenue à tous dans votre émission Grand Débat. Dans ce nouveau numéro, nous parlons des 30 ans de démocratie au Bénin. Ce Bénin qui est le symbole du mouvement de démocratisation du continent et qui a lancé son décollage économique depuis les années 2000. Le Bénin, même s'il continue à souffrir de la pauvreté, est resté un exemple de pluralisme, de vitalité du débat public et de paix civile, et ce jusqu'aux élections législatives du 28 avril 2019, qui marque un tournant historique. Quels sont les acquis de cette démocratie et les défis qu'elle doit relever? À ces questions répondra donc notre invité. Peace, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Bonsoir Madame Vissin, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission. L'ère de la démocratie s'est ouverte au Bénin sur fond d'espoir, mais avec la conscience que le Bénin aura son parcours, ses expériences et ses échecs. 30 ans après, nous sommes là, sur ce plateau. Monsieur Ataï Guédébé est notre invité. Vous êtes politologue, acteur de la société civile et président de l'association Nouvelle Éthique. Bienvenue sur cette émission. Bonjour à vous. Bonjour. Alors dites-moi, quelle est votre analyse aujourd'hui, 30 ans après la conférence des forces vives de la nation, en considérant que la loi fondamentale de notre pays a été modifiée à l'orée justement de ces 30 ans-là? Oui, elle a été modifiée. Disons qu'il y a 30 ans, on ne s'était pas entendu pour ne pas la modifier non plus. On a essayé de se donner un socle, en tout cas, qui permette au pays de se construire autour des valeurs démocratiques et de lancer les bases du développement économique. La question est de savoir si nous avons respecté le contrat, si nous avons respecté ces engagements. Et finalement, pour ceux qui étaient à cette conférence-là, ont-ils été fidèles? Étaient-ils convaincus d'ailleurs de ce qu'ils demandaient, de ce qu'ils prônaient? Aujourd'hui, 30 ans après, on a quand même de quoi passer en revue tout cela. Et je m'en voudrais de ne pas me féliciter en réalité de ces 30 années qui se sont écoulées avec des hauts et des bas, et absolument, dont nous ne connaissons de toute façon pas les derniers soubresauts. Mais toujours est-il qu'à comparer ces 30 ans aux 30 premières années de notre indépendance, on se doit absolument de se féliciter du parcours réalisé en termes de stabilité politique d'abord, aucun coup d'État, des élections régulières, plus ou moins, en tout cas les présidentielles se sont tenues dans les délais, l'alternance a parfois été de mise, et au-delà de ça, la Constitution aussi a essayé ou a vécu autant qu'elle a pu jusqu'au dernier coup de butoir qui ont eu raison d'elle un certain 1er novembre 2019. Bon, disons qu'une constitution aussi a prévu ou prévoit ces mécanismes de révision. C'est sur la manière et peut-être sur un certain nombre de thèmes ou d'aspects qu'il y aura débat. Sinon, au fond, ce qu'on craignait par rapport à la révision de la Constitution et qui a souvent touché à la durée, à la limitation de l'âge et des mandats présidentiels, n'a pas rigoureusement été l'objet de modifications. Mais pour autant, on peut déplorer la manière dont cela s'est fait et éventuellement l'étendue de la dite révision. Est-ce que justement la manière dont cela s'est fait sous cette forme, quoi qu'on dise, non consensuelle, est-ce que ça n'a pas porté atteinte à nos valeurs de démocratie aujourd'hui? Bon, d'aucuns vous diront que le consensus n'est codifié nulle part comme élément d'appréciation de la démocratie. Et même si la Cour constitutionnelle au Bénin a retoqué une tentative de révision de la Constitution en 2006 et plus tard a précisé d'ailleurs ou a inclus le consensus comme valeur constitutionnelle à prendre en compte dans l'appréciation de notre Constitution et dans sa construction.
Disons que le malentendu, c'est de penser que le consensus serait unanimité. Et le consensus, c'est simplement l'effort qu'on se doit de faire pour tenir autant que faire se peut, compte de l'opinion des minoritaires, de ceux qui ne sont pas d'accord, et de s'assurer que dans l'ensemble, on ne viole pas des choses qui soient fondamentales, qui tiennent à tous, qu'on ne fasse pas le forcing, même si on a le nombre. Sinon, la démocratie ne pourrait fonctionner sans la loi de la majorité. Donc, la question de la majorité et de la minorité est au cœur des mécanismes de fonctionnement de la démocratie. À certains moments, les débats se tranchent effectivement par des votes, mais point trop n'en faudrait, et ce n'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on a forcément raison. Au Ghana, à côté, à propos de révision constitutionnelle, bien que le président Nana Akufo et son parti soient majoritaires actuellement, ils ont quand même interrompu un processus de révision de la Constitution parce que, à leur avis, les conditions du consensus, les conditions d'une révision aussi consensuelle que possible n'étaient pas réunies. C'est cet effort de sagesse, de justesse qu'on attend des uns et des autres, mais davantage aussi attendons de ceux qui sont minoritaires, qui contestent parfois les velléités de révision, que ce ne soient pas des attitudes de blocage, des attitudes d'obstruction systématique. Oui, M. Ataï, est-ce à dire que vous affirmez que cette démocratie béninoise-là est restée intacte, sinon on n'a souffert de rien depuis? Ah si, elle a bien souffert et nous avons la mémoire courte en ne nous référant qu'aux élections législatives du 28 avril 2019, pour la présidentielle de 2001, nous avons quand même connu une forme de crise électorale assez sévère, avec le retrait de deux candidats qualifiés pour le second tour, enfin le deuxième, troisième qui s'étaient retirés successivement, nous mettant à la merci d'une crise profonde. Vous voyez, donc le chemin était jalonné de soubresauts, de crises, d'importances diverses. Et elles ne se sont pas seulement exprimées au moment des élections. Croyez-moi, même la contestation des décisions de la Cour constitutionnelle au début de notre renouveau démocratique pouvait être une menace sérieuse à la stabilité, disons, à l'entreprise, au projet qu'on a rêvé de construction d'une stabilité démocratique. Donc à tout moment, en réalité, les comportements qui sont les nôtres, les postures unilatérales qui peuvent être celles des acteurs politiques, sont en réalité une menace, en tout cas fragilisent la construction de l'édifice démocratique. Le psychodrame national de mai 2019 était juste une quinte de tout de notre système démocratique, comme l'a affirmé Patrice Talon. Est-ce que c'est vraiment juste une quinte de tout ou, je veux dire, une crise de croissance de notre démocratie? Les deux pourraient être valables. Vous voyez, les images sont diverses. Moi, je m'en voudrais de ne pas m'incliner déjà devant la mémoire de ceux qui sont tombés, qu'ils aient été du qu'ils aient été instrumentalisés ou pas. Mais en cette occasion, des hommes et des femmes du Bénin sont tombés, peut-être sans avoir compris même grand-chose à ce qui se passait, à ce qui se débattait. Et c'est ça qui est dramatique en réalité. Donc on ne peut pas banaliser. Et nous avons connu un moment tragique quand même, un moment de forte inquiétude. Et quelle que soit l'expression que nous allons utiliser pour édulcorer la douleur, et même pour exorciser ce moment tragique-là, il n'en demeure pas moins qu'il signale une difficulté profonde de notre vivre ensemble, dans la mesure où non seulement l'armée a été requise pour réprimer ces soubresauts, ces manifestations, mais également faut-il dire que ces manifestations ont été également une forme d'insurrection, une manière de prendre les armes contre son pays, contre les institutions de son pays. Et donc il faut savoir raison garder dans tout ça. La démocratie suppose la discussion, suppose au minimum un consensus sur les conditions de la discussion, les modalités
de prise de décision. Et justement, cette tâche et c'est noire... cette culture-là qu'il nous faut retrouver et par-dessus tout. Alors, cette tâche noire que porte la démocratie aujourd'hui au Bénin, est-ce que c'est une tâche indélébile selon vous? Non, elle marque un incident de parcours qui doit nous faire prendre davantage conscience de ce que nous avons tous une responsabilité. Et en réalité, dans la survie de la démocratie, dans le pouvoir vivre ensemble. Et chacun a un rôle à jouer et quiconque sort du chemin et crée des difficultés presque irrémédiables. Et en cela, je veux dire que les acteurs politiques qui sont souvent au premier plan, qui parfois, tout en étant au premier plan, tirent les ficelles par derrière, doivent reprendre, disons, conscience de ce qu'est leur responsabilité. Et on ne peut pas, au nom de la seule conquête du pouvoir, au nom parfois d'intérêts sordides et inavouables, et instrumentaliser toute une population. Je doute fort, en tout cas, que l'ensemble du corps électoral, pour ne pas dire de notre corps social surtout, ait beaucoup à voir avec la plupart des querelles qu'on a observées, qui sont parfois des querelles de saison, d'autant que pas plus loin que ces soubresauts, ces quintes de tout, on sait toutes les expressions qu'on veut, les gens arrivent à retomber dans les bras l'un de l'autre. Et donc, quelle image donne-t-on finalement? Des divergences, des différences complétant, irrémédiables, complétant, irréconciliables. Donc, tout est souvent instrumentalisation, manipulation pour créer des divisions voilà, qui ne tiennent pas la route. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on se demande si c'est le système type pour l'Afrique? Non, bon, on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Nous sortons de la nuit noire des partis uniques, de l'ère des pères de l'indépendance. On a vu que ça n'a pas réellement apporté le développement. Et donc de ce constat est issue la résolution d'adopter un système politique qui permette la libération des initiatives. En cas d'abord, la liberté d'expression, la liberté d'entreprise, la liberté d'association. Nous, au Bénin en général, et peut-être même dans d'autres pays d'Afrique, nous avons beaucoup donné dans le verbiage, mais qui cracherait là-dessus? La liberté retrouvée, c'est d'abord l'étouffement qui se libère. Et donc on aurait mauvaise grâce de critiquer le foisonnement de déclarations, en tout cas de discussions qu'il y a eu depuis. Il faut comprendre également qu'un besoin profond existait et qu'on ne peut jamais, qu'on ne peut plus, quand c'est comme ça, étouffer cette liberté-là, récupérer ça et la remettre sous le boisseau. Les peuples ont goûté à la liberté d'expression, à la liberté d'association. Il s'agit maintenant de prendre la mesure des choses, de codifier davantage cette liberté, parce qu'il ne saurait y avoir de liberté sans responsabilité. Ça, c'est le profond malentendu qu'il y a avec le recours à la démocratie dans nos pays. Est-ce que vous pensez que Jacques Chirac avait raison de dire que les États africains n'étaient pas prêts pour la démocratie? C'était pur mépris de sa part. Et, mon Dieu, il y a des pays africains qui se sont frayés leur chemin en ayant adopté le système démocratique et le libéralisme économique, sans faire la une des médias, sans... voilà, donc disons que au Bénin, notre classe politique, notre élite est certainement coupable de n'avoir pas essayé d'approfondir au mieux le contenu que nous donnions à la démocratie, est coupable de ne s'être pas interpellé aussi souvent que de nécessaire, pour réajuster le tir. Nous payons également nos turpitudes, nous payons notre aveuglement, nous payons notre manque d'approfondissement dans l'adhésion à la démocratie. Au fond, nous avons mis en place une démocratie sans démocrates, en cas avec très peu de gens convaincus des valeurs démocratiques dans leur quotidien. Interrogez-les, observez-les
Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas suffisamment intériorisé les valeurs démocratiques. Nous pouvons le faire. Et ça commence par l'effort de la tolérance, l'ouverture à l'information du citoyen et disons, la célébration des vertus du dialogue. Alors, qui M. Taï, dans la préservation des acquis démocratiques et pour la lutte pour la bonne gouvernance, que devient la société civile aujourd'hui? Ah, la société civile, elle n'est pas civile que ça. Disons qu'elle a eu des fortunes diverses. On dirait Comment est-ce que vous la qualifiez? Les méchants la traitent de civile. Bon, vous voyez, ils ont raison. les jeux de mots sont possibles pour rendre compte de... Non, disons que la société civile a été portée au pinacle par moments, de manière exagérée ou non, mais il est repérable dans le temps qu'elle a été décisive quelquefois. Mais le rôle de la société civile n'est pas de conquérir le pouvoir, n'est pas de participer à la conquête du pouvoir, et elle est là en termes de suppléance des défaillances de l'État. Et au Bénin, elle a été obligée de suppléer quelque peu les partis politiques dans le cadre du travail politique, dans le cadre du travail de conscientisation des citoyens. Et ce n'est que ça. Et la société civile, ce n'est pas que non plus la gouvernance, ce n'est pas que les questions politiques. C'est une injustice profonde de ne voir la société civile qu'à travers le secteur politique et des droits de l'homme. La société civile se déploie dans maintes, en tout cas, situations dans notre pays, sans s'affubler, sans se désigner comme tel, dès lors que des citoyens, sur la base de la liberté d'association et d'expression, se regroupent en dehors du secteur privé, en dehors de l'État, ils font déjà office de société civile, de société ou de groupes citoyens, simplement. C'est cet engagement-là qu'il faut cultiver, qu'il faut développer. Il ne saurait y avoir de titre foncier de la société civile. Et si, par moment, les figures les plus en vue de la société civile ont pu être récupérées par le système politique, ont pu basculer de l'autre côté, ou même ont fait le choix de délaisser la société civile, il ne faut pas leur en jeter la pierre dès lors que ces figures emblématiques ont pu faire l'effort de signaler ce changement de cap. Effectivement, ou disons malheureusement, vous pouvez annoncer ce que vous faites sans être entendu. Vous pouvez décider de changer d'orientation à votre combat sans être compris. Mais nul ne doit être prisonnier de quelque sphère que ce soit. C'est la confusion des genres qui est condamnable. Mais au nom de quoi voudrait-on figer, disons même attacher certains à un endroit, à une sphère donnée. Et notre société reconnaît-elle à ce point les mérites des acteurs de la société civile? De quelle manière est-ce que notre société contribue-t-elle à la construction, à la consolidation de la société civile dans notre pays? Et les mauvaises langues qui parlent de société civile parleront également d'appendices des chancelleries étrangères, parce qu'en réalité, la survie économique de la société civile est très loin d'être assurée. Les moyens d'intervention dont elle a besoin lui sont souvent procurés par l'étranger, par les chancelleries étrangères, qui ont forcément aussi leurs agendas. C'est dans la mesure où cela coïncide quelque peu avec nos objectifs que des choses sont possibles. Mais nos gouvernants prennent-ils au sérieux la nécessité pour les citoyens de pouvoir s'organiser dans des espaces autonomes qui favorisent la participation, qui favorisent l'interpellation de l'État, voire sa suppléance surtout? Parce que l'État est absent dans maints domaines. Dans la santé, dans l'éducation, l'État est très loin d'avoir comblé les attentes des citoyens. Et nous restons créanciers vis-à-vis de nos États, de nos gouvernements, d'un minimum de services, de services publics qui concourent à notre bien-être. Et on ne peut pas jeter la pierre à des citoyens qui font l'effort de suppléer l'État dans ce cadre-là et de les jeter par ça m'amène à vous poser une question, c'est-à-dire connaître le rôle de la société civile, son lien avec l'opposition démocratique, en considérant l'état de l'opposition béninoise aujourd'hui. Il y a souvent comme une fatalité
que de retrouver sur le terrain politique, à certains moments de l'histoire des luttes, une convergence entre société civile et opposition, dans la mesure où des deux sphères, il y a comme une récusation de la manière dont l'État est géré. Mais il ne devrait jamais y avoir de collusion. Je parlais tantôt d'autonomie. C'est aux acteurs de la société civile de veiller à tout prix à cette autonomie-là, vis-à-vis des pouvoirs publics, des intérêts économiques, mais également vis-à-vis des intérêts de l'opposition. Et l'opposition au Bénin, parlons-en, sous un peu tous les temps que moi j'ai pu observer, a une tendance assez cynique à vouloir instrumentaliser la société civile pour en faire ses supplétifs. Mais c'est drôle que la société civile aussi fasse le jeu, rentre dans le jeu. Oui, il arrive effectivement que certains acteurs, et c'est là qu'il faut qu'on évite de globaliser. Et nous avons tous un défaut, un déficit d'institutionnalisation. Les individus sont toujours plus importants encore que nos institutions publiques comme civiles. Mais voyez-vous, si certains basculent par moments, sont dans des complicités répréhensibles, et au grand jamais, l'objectif de la société civile ne devrait être et je l'ai dit en commençant notre entretien, je crois, ne saurait être de participer à la conquête du pouvoir. Il peut y avoir des convergences par rapport aux récusations du gouvernement, par rapport à un certain nombre de plateformes revendicatives. Mais ça s'arrête là. Ça doit s'arrêter là. Sinon, évidemment, on serait disqualifié. Il y aurait tromperie sur la marchandise. Entendons-nous très bien. Et chaque fois, il faut pouvoir interpeller les uns et les autres par rapport à leur déviance, par rapport à leur double jeu, par rapport à leur turpitude. Ça ne manque pas, ça ne manquera jamais. Mais c'est un combat de clarification de tous les instants. Monsieur Ataï Guédégbé, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin? C'est de souhaiter que nous considérions la démocratie chèrement acquise, en tout cas comme une plante précieuse à arroser de tous nos soins, et par le tout venant. On ne peut pas diviser le travail citoyen, et on ne peut pas confier simplement à la société civile le rôle de guetter, de veiller, de défendre. Et elle fait ce qu'elle peut pour être un acteur médian du jeu politique, mais elle est là pour favoriser la participation citoyenne et limiter la prétention à la totalité des pouvoirs, quels qu'ils soient, quelles que soient les époques. Merci à vous, Monsieur Ataï Guédégbé. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur l'émission Grand Débat. Mesdames, Messieurs, nous voilà au terme de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. On retient que le vote est un des mécanismes de fonctionnement de notre démocratie, mais ni la majorité ni la légalité des lois ne sauraient nous dispenser de l'effort de consensus. Notre invité du jour, M. Joël Ataï Guédégbé, politologue, acteur de la société civile, président de l'association Nouvelle Éthique. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout à tous nos partenaires et surtout à l'hôtel Le Flamboyant qui nous a permis de tourner dans ses locaux cette émission. Au cœur de l'actualité africaine et internationale, elle vous interroge sur tous les sujets sans langue de bois. Politique, développement, économie, environnement, santé et autres. Grand débat avec Pius Mouillon et Nadège Vissin. À retrouver sur Ovadia Web TV et Reporter Bénémonde.